Gisner, bonsoir. Salut. Donc, j'ai l'honneur de t'accueillir ce soir. Donc, tu exerces dans l'Aveyron à Rodez, en omnipratique. Bon, tu as quand même un petit peu dévié vers la chirurgie ces derniers temps, parce que j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Et c'est un exercice maintenant plus tourné vers la chirurgie. Mais en fait, tu sais ce que c'est que l'omnipratique. Tu fais partie du comité d'organisation, du comité scientifique en tant qu'expert chargé de la vie professionnelle à l'ADF pour ce congrès donc 2021 qui aura bien lieu, je l'affirme, puisqu'on a eu la réunion du conseil scientifique tout à l'heure en présentiel, ça faisait du bien, tout le monde avait envie de se retrouver. Christian Moussali, qui est le président directeur scientifique donc de ce congrès, a rassuré les troupes. Je crois qu'on aura un grand congrès, les 100 séances sont prêtes. L'exposition sera au rendez-vous puisque près de 350 exposants seront là. Les inscriptions, on va les lancer très rapidement puisque dès le 17 juin, on fera un tarif préférentiel jusqu'au 31 août pour ce congrès 2021 que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience et surtout pour se retrouver après toute cette période difficile que l'on a vécue. Et que ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à faire attention, mais je crois que tous les signaux et les feux sont au vert pour réussir un grand congrès. Voilà, donc Régis, sans plus tarder, je vais te donner la parole. Tu vas égrener les séances que tu as en charge à ce congrès, qui sont nombreuses. Et en même temps, tu vas nous présenter un petit peu ta façon de travailler et ton évolution que tu as eue, qui a été surtout guidée par des années de constats, mais aussi par cette année un peu particulière, puisqu'avec la Covid, il a fallu s'adapter dans les cabinets dentaires. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé notre vie et la vie de l'exercice en général dans ces cabinets. Donc Régis, sans plus tarder, je te donne la parole et on va commencer ce rendez-vous de l'ADF. Écoute, merci Jo. D'abord, oui, je tenais à te remercier ainsi que Julien de m'avoir invité, de m'avoir coopté pour ce comité scientifique et en tant qu'expert. C'est un réel plaisir en fait de travailler à l'ADF. C'est quelque chose qui est vraiment un réel plaisir pour moi. Alors j'ai en charge l'organisation et le management de l'équipe dentaire. C'est vrai que je suis omnipraticien, c'est vrai que j'ai une vision un petit peu aujourd'hui, une visée plus vers la chirurgie et l'implantologie. Et je suis entouré d'une équipe aujourd'hui de 9 personnes dans mon cabinet. Et au départ, effectivement, je travaillais juste avec une assistante. Aujourd'hui, j'ai 9 personnes, donc 2 jeunes associés, on a 5 assistantes, une secrétaire, une coordinatrice aussi. Et c'est vrai que l'organisation et le management, c'est quelque chose qui est obligatoire à partir du moment où on va travailler en équipe. Et c'est pour ça que même si je ne suis pas expert dans ce sujet, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est important, je trouve, à mettre en place dans les cabinets. Voilà. Donc on va commencer par le diaporama. Alors, je suis parti en fait d'une définition sur le web 3.0. Puisqu'on parle beaucoup de dentisterie numérique, tout ça, et j'ai voulu faire un petit parallèle entre la dentisterie 3.0, comme on pourrait dire, et le web 3.0. Le web 3.0, en fait, c'est quoi? C'est l'amélioration, en fait, tout simplement de l'échange numérique entre tous, dans l'avenir, de manière indépendante, universelle et accessible. Et si on veut extrapoler ça à notre activité, pour moi, il y a 2 définitions qui pourraient être intéressantes dans ce domaine-là. Ça serait comment intégrer les nouvelles technologies pour optimiser l'exercice de l'équipe dentaire, en ayant toujours en tête que le patient est au centre de notre réflexion, et comment donner les outils de sa mise en place au sein de nos structures tout en les rendant accessibles au plus grand nombre. Alors, je suis parti effectivement pour bâtir ce programme de différents constats. Et c'est un petit peu ces constats qui ont élaboré le programme. Le premier constat, on ne pouvait pas passer à côté. La Covid, elle nous a tous touchés. Et c'est vrai que dans le cabinet, il a fallu se réorganiser. Il a fallu s'adapter, il a fallu l'aération. Surtout après 2 mois, de fermeture. Tout à fait. C'est ce qui nous a quand même le plus impacté. Voilà. Parce que là, il a fallu se resituer complètement. Tout à fait. Donc remettre en place en fait toute une dynamique, le trempage, les bacs à effet personnel justement, la circulation avec les patients dans la salle d'attente. Donc il fallait faire un flux de patients, un flux croisé le moins important possible. Enfin tout ça, ça a été une réorganisation pour notre façon de travailler. Il y a la téléconsultation parce que comme tu viens de le dire, pendant les 2 mois de Covid, il a fallu assurer la permanence pour nos urgences et
Et le seul moyen qu'on avait, c'était de mettre en place en fait une téléconsultation et de pouvoir répondre à nos patients. Et ça, c'est la profession a vraiment bien géré de ce côté-là. Les urgences. Toutes les urgences, tout ça, c'est vrai qu'il y a eu un formidable travail qui a été fait. Il a fallu mettre en place des protocoles, puisque les équipements, les EPI, pour les masques FFP2, les Charlotte, tout ça, c'est vrai que c'est plein de choses qui ont un petit peu changé dans notre exercice. Les questionnaires médicaux, les questionnaires Covid en ligne, avant d'avoir nos patients au cabinet, il fallait quand même prendre un petit peu la température et voir, alors c'est un mauvais jeu de mots, mais voir tout simplement que voilà, il fallait avoir une expertise et savoir un petit peu nos patients, dans quel état ils étaient, si on pouvait les recevoir. Donc finalement, tu connaissais mieux ton patient que par le passé, puisque tu avais tout ce questionnaire, tous ces échanges en amont, voilà. Et donc tu arrivais vraiment tout à fait. avec un patient que tu découvrais pas, quoi. Tout à fait. C'est vrai que bien souvent, et on le verra après, mais c'est vrai que ça a fait partie des améliorations et on en discutera un petit peu après. Alors, la première chose sur laquelle on ne pouvait pas passer, c'est vrai que quand on a battu le programme, c'est vrai que c'était quand même bien de revenir sur comment maîtriser le rôle infectieux et ça, réadapter en fait un petit peu toute notre gestuelle par rapport à ça et comment préparer une salle de chirurgie, une salle de soins, et tout ça, ce sera Muriel Glarier et son équipe, Géraldine Geoffrey et Isabelle Alirol qui vont nous parler un petit peu de tout ça et comment aujourd'hui elle conçoit un petit peu les choses. Enfin, on partait pas de zéro là quand même, parce que le cabinet dentaire, lieu sûr, je veux dire, on a eu que les épisodes de l'hépatite, on a eu l'épisode du sida, tout ça, donc je veux dire, les chirurgiens dentistes déjà, dans leur cabinet, s'étaient armés pour répondre un petit peu plus que la moyenne par rapport à certaines autres professions. Je ne veux pas faire de l'élitisme, mais ça existait quand même. Tout à fait. Je pense que les chirurgiens dentistes sont vraiment avant-gardistes là-dessus. Et c'est vrai que on ne pouvait pas passer. Enfin, on trouvait que c'était quand même judicieux de rappeler un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce sera surtout des rappels et peut-être des mises au point par rapport à certaines choses. Alors il y a l'ergonomie aussi, et ça c'était quelque chose auquel on tenait parce que l'ergonomie a changé et c'est pour ça qu'on a monté une séance avec David Blanc et son équipe, Patrick Guirch, Cédric Bureau, Romain Descassés, Eric Bernadac et Rémi Balthazar. Comment réadapter un petit peu notre gestuelle préopératoire, ça c'est important, améliorer, faciliter notre pratique, l'ergonomie c'est quand même important, on passe du temps au fauteuil et c'est vrai que c'était quand même un aspect clé, je trouve, qui est intéressant. Oui, parce qu'il faut qu'avant tout, le chirurgien dentiste reste en bonne santé, je crois. Et à propos d'ergonomie, d'ailleurs, on a une publication de la FDI qui a été traduite donc en français, en interne à l'ADF, et qui sera mise sur le site très prochainement, et qui rappelle vraiment tous les éléments indispensables pour que le chirurgien dentiste reste en bonne santé. Je vous inviterai à la découvrir, puisque l'aller-retour avec la FDI, la Fédération dentaire internationale, s'est fait, et donc ce document sera dispo sur le site très prochainement. Voilà, tout à fait. Et puis, surtout l'intérêt du binôme praticien-assistante au fauteuil. Alors, c'est ma vision personnelle, mais je ne conçois pas de travailler sans mon assistante au fauteuil. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un binôme qui est très, très important. Et je parle souvent d'équipe dentaire praticien-assistante. Deuxième constat, en fait, le stress. Parce que cette période post-Covid, on a tous beaucoup travaillé, c'est un petit peu ce qu'il en ressort, et on ressent une certaine fatigue des équipes, un stress pour les rendez-vous. On a beaucoup de remontées de praticiens qui nous disent qu'il y avait une certaine agressivité au départ des patients, qui n'avaient pas eu de rendez-vous pendant 2 mois, et que effectivement cette agressivité, ce stress, il est quand même permanent. Et puis pour certains, un sentiment d'être en permanence débordé parce que beaucoup de choses à gérer, son planning qui était déjà prévu, plus les urgences qui se sont rajoutées. Et c'est vrai que par rapport à ce constat, on trouvait judicieux encore une fois d'axer un petit peu notre programme sur la gestion des conflits. Et souvent, c'est l'assistante qui est en première ligne, et donc ça sera un duo praticien-assistante, une équipe dentaire, Marilyn Michel qu'on ne présente plus et Michel Leprado, qui, je suis certain, nous feront une belle présentation là-dessus. Et puis, deuxième chose, en fait, c'est vrai que souvent on s'aperçoit que c'est difficile de concilier la vie professionnelle et la vie privée.
Et on a trouvé sous la houlette de Thierry Drossin de faire intervenir un père et son fils qui travaillent ensemble et qui, on ne les présente plus, mais qui vont nous parler justement comment ménager un équilibre entre le cabinet et la maison et comment travailler en famille. C'est le cas de beaucoup de praticiens. Moi-même, je travaille avec mon épouse, je connais beaucoup de praticiens qui travaillent avec... C'est pas compliqué de travailler avec son épouse? Moi, j'appréhenderais, moi, à ta place. Hein. Ben, non, maintenant, ça fait 20 ans qu'on travaille... Alors le soir, tu la vois plus, quoi. Le soir, elle rentre ailleurs. Non, ça fait 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble et finalement, c'est plus... je trouve que c'est bien parce que ça permet de se décharger de beaucoup de choses et je pense qu'elle rigole un petit peu devant l'écran parce que c'est vrai que l'organisation et le management aujourd'hui, c'est plus elle qui le gère dans l'équipe que moi. Et moi, je pense que ça peut être un réel atout de travailler en famille. Après, c'est encore une fois, c'est ma position. Donc, tu es le soignant et après, tout le reste est exécuté par l'équipe dentaire. Voilà, je délègue beaucoup. Tu délègues beaucoup. Le stress, je suis partisan de toute façon de travailler en équipe, donc c'est vrai que c'était un domaine important de faire un point de route sur les assistants de niveau 2, hein, on en parle beaucoup et c'est vrai que je trouvais que c'était judicieux et on en avait discuté de vraiment voir un petit peu où on en était par rapport à ça et quelle délégation de tâches on pourrait demain à nos assistantes de niveau 2 déléguer. Et réfléchir sur les avantages en fait et les risques pour nos structures. Et ça sera Marie Tourterelle et Donny Farmer qui nous feront une présentation là-dessus. C'est sous la subordination du chirurgien dentiste, bien entendu. Je crois il faut signaler que pour la première fois, il y a un consensus de la profession sur les tâches qui doivent être dévolues aux assistantes dentaires. Marie Tourterelle, qui est la présidente de la Commission nationale paritaire de l'emploi, donc qui est en charge donc de ce dossier particulièrement, a réussi à réunir les partenaires conventionnels, les partenaires syndicaux. Et donc je crois que ce dossier avance très bien pour la première fois. Et il ne va pas se substituer à l'assistante niveau 1, mais il amènera un plus que la profession, pour répondre aux attentes de la profession, justement avec toutes ces tâches nouvelles qui lui incombent. Donc c'est un dossier qui tient particulièrement à cœur l'ADF, puisque une commission aussi en interne a travaillé là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui va arriver, j'espère, dans les prochains mois maintenant, quoi, hein. Tout à fait. Un autre constat, en fait, c'est les contraintes, les nouvelles contraintes et la concurrence qui arrivent, en fait, et qui est déjà en place. C'est vrai que quand je parle de contraintes, c'est le désengagement de l'État, mais bon, ça, on le sait. Et les plafonds qui sont imposés pour favoriser l'accès aux soins, et puis les centres dentaires low cost aujourd'hui, c'est vrai que tout ça, par rapport à ça, il y a une adaptation à avoir de la part du praticien libéral. Et donc, par rapport à ça, en fait, on avait envie de mettre en balance en fait la productivité, parce que je vais plus parler on a parlé d'équipe dentaire, moi je vais parler d'entreprise de santé, parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où dans un cabinet vous avez plusieurs acteurs, ça devient une petite entreprise de santé, et donc on trouvait que c'était quand même judicieux de mettre en parallèle la productivité d'une entreprise, entre guillemets, et l'éthique, puisqu'on est quand même un métier de soignant, et sous la houlette de toute façon de Geneviève Wagner qui est ordinale. Et puis on a demandé donc à deux praticiens, Florence Demès et Jacques Vermeulen, de travailler dans ce sens-là, et c'est vrai que je pense que là aussi encore ça nous permettra d'avoir un éclaircissement sur justement cette balance et les limites peut-être à ne pas franchir. Productivité et éthique, c'est compatible selon toi? Je pense. Ouais. Parce que là, il faut quand même rester dans les limites, quoi, hein. Il y aura un canevas qui sera tracé. Et c'est pour ça qu'on a voulu quand même qu'il y ait un juge arbitre et quelqu'un qui était au fait. Mais je pense que ça peut être, la productivité et l'éthique, ça peut être quelque chose de compatible, tout à fait compatible. Et voilà. Oui, parce que l'exercice individuel, il est, à mon avis, il est à bout de souffle. Donc les regroupements, les jeunes, les entreprises, c'est les véritables PME, le cabinet dentaire. Voilà. Donc, la gestion, justement pour répondre, peut-être c'est une façon de répondre à cette concurrence dont on parlait tout à l'heure, quoi, hein. Tout à fait. Si les libéraux s'en occupent, mieux vaut s'occuper nous-mêmes de ces choses-là que les confier à quelqu'un d'autre, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, dans ces contraintes, on a aussi monté
une formation sur les modes d'exercice qui sont en pleine mutation, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit beaucoup de sociétés, des CELAR, des holdings, des choses comme ça, en fait, qui fleurissent. Et donc, c'est bien d'avoir, pareil, avoir un petit briefing sur ce sujet-là. Je trouve que c'est important. Comment organiser l'entreprise de demain, hein, on parle encore d'entreprise, hein. Et ça, c'est Damien Loé et Marc Sabec, on va dire un jeune praticien avec un moins jeune praticien, mais qui est vraiment... il est jeune, Marc. Marc, il est très jeune. Non, je rigole quand je dis ça, mais qui a vraiment une expertise là-dessus au niveau juridique qui est incontestable, et c'est vrai que c'était important de mettre... Il peut y avoir prochainement peut-être des évolutions de contrats, des possibilités nouvelles avec le Conseil de l'Ordre éventuellement. Tout à fait. Ça aussi, ça ira dans le sens de l'exercice de demain, quoi. Hein. Il ne faut pas freiner, au contraire. Hein. Non, au contraire, je pense qu'effectivement, il faut s'adapter. On est dans un monde en pleine mutation qui va vite. Et la capacité de s'adapter, comme tu le disais, il vaut mieux que ce soit la profession. Enfin, moi, je reste persuadé qu'il faut mieux que ce soit la profession qui le gère plutôt que ce soit d'autres personnes. Voilà. Bien entendu, après la 6e année, quelle perspective, hein, avoir les clés pour les démarches, parce que c'est vrai que pour nos jeunes praticiens, c'est difficile. Hein. C'est vrai qu'ils ont... Comme je dis, le monde change, les choses vont vite, et c'est vrai que toutes les démarches, tout ça, c'est quand même assez lourd aujourd'hui. Hein. On est dans un pays qui est très réglementé, et c'est vrai que souvent, nos jeunes praticiens, quand ils sortent de la fac, ils sont assez... ils font quelques remplacements, mais on sent qu'il y a quand même ce besoin d'avoir des clés, d'avoir pour savoir un petit peu vers où on se dirige. Et c'est vrai que là, c'est important de mettre en avant des jeunes praticiens, hein, Yoann Ledrast, Geoffrey Millardi et Clément Remise, qui sont des jeunes praticiens et qui donneront un petit peu leur vision par rapport à ça. Oui, parce qu'ils sont fraîchement sortis de la fac, donc ils donneront leur expérience. Leur expérience, et c'est toujours bien, le partage d'expérience, c'est quelque chose qui est primordial dans notre exercice. Alors, on va parler maintenant un petit peu de technologie. On en a parlé rapidement, mais l'accélération des moyens de communication et l'accélération de notre société, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on ne parlait pas de TikTok, on ne parlait pas de Snapchat, on ne parlait pas de Twitter, on ne parlait pas d'Instagram. Très vite, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui arrivent sur le marché, même nous on est dépassés, puisqu'il y en a tellement que on se retrouve vraiment envahi. Non, mais c'est un constat, hein. Il y a vraiment cette accélération. Même dans notre métier, c'est vrai que le numérique, c'est quelque chose qui a mis du temps à décoller. Oui, parce que moi je me rappelle déjà, il y a 10 ans, on disait à l'ADF, on faisait des séances, la révolution numérique est en marche. Voilà. Mais là, elle n'est plus qu'en marche maintenant. Et là, on s'aperçoit effectivement que depuis 2 ans, 3 ans, là, il y a une montée en puissance du numérique, du flux numérique dans les cabinets. Bon, la CFAO, les prothésistes ont beaucoup de ce côté-là, on peut en parler, mais c'est vrai que la fabrication assistée par ordinateur, ils se sont plongés quand même. Ils ont beaucoup évolué. Ils ont beaucoup évolué, et au cabinet, on le voit même sur les réseaux sociaux, chose que je trouve assez flatteuse pour la profession. Je fais juste un petit aparté sur Facebook, je regardais en fait les demandes pour des remplacements cet été, et je suis agréablement surpris par la beauté des cabinets aujourd'hui, des cabinets libéraux. On voit de belles structures avec de beaux équipements, et c'est vrai que c'est une chose, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui du numérique, et je pense que c'est vraiment un virage à prendre rapidement pour ceux qui ne l'ont pas encore pris. Donc par rapport à cette technologie, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Et malheureusement, c'est vrai que la vulgarisation de l'information avec Internet, des fois pour certains patients, c'est pas quelque chose de bénéfique pour le praticien. Parce que le patient, il arrive, il a tout vu déjà. Il était sur Internet, il va t'expliquer son cas et ce qu'il faut faire. Voilà. Déjà, c'est pas le patient qui pose la question je vais chez quel dentiste, il s'informe déjà sur Internet et puis après il arrive. Tout à fait. C'est vrai que là aussi encore, il y a une mutation par rapport à notre exercice, c'est que il y a 20 ans, le sachant, c'était le docteur. Et le patient, lui, il venait chercher le savoir chez le docteur. Aujourd'hui, le patient, comme tu viens de le dire, il va chercher les informations sur Internet et après, il vient voir le praticien.
Donc c'est vrai que toute cette vulgarisation de l'information et comment tirer profit aussi d'Internet et du numérique, ça va être un tandem Cyril Gaillard, Maria Prieto et Véronique Souchot qui vont nous parler de tout ça, et je pense que ça sera très intéressant d'aborder avec cet œil, on va dire un petit peu numérique, cette façon digitale en fait de communiquer au cabinet. Je trouve que là il y a des règles à respecter aussi, voilà, des règles déontologiques, donc je veux dire on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout à fait. La e-réputation, malheureusement ça on n'y cope pas, de même que vous voyez que les restos sont notés des fois, malheureusement il y a des avis Google de plus en plus, des fois des avis qui ne sont pas toujours très sympathiques pour le praticien. On ne peut pas l'occulter, alors même si au départ c'était un épiphénomène, aujourd'hui malheureusement on va être obligé de s'adapter à ça, et je pense qu'il faut connaître un petit peu toutes les ficelles par rapport à ça et comment maîtriser en fait ces risques, peut-être comment des fois apprendre à gérer les avis négatifs et puis ça nous est tous arrivé, moi pour mon cas personnel, je sais que ça m'est arrivé de prendre le téléphone une fois pour un avis et d'appeler le patient en question pour un avis qui était vraiment négatif parce qu'on n'avait pas pu l'apprendre en temps et en heure. Et essayer des fois de désamorcer les choses, c'est une chose qui est importante. C'est vrai qu'Alain Berry et Jacques Wemer là, vont nous faire un petit topo là-dessus. Mais oui, Alain Berry est président de la commission législation à l'ADF. Voilà. Et d'ailleurs, à l'ADF, on a sorti le magazine Tous, puisqu'on sera au 3e numéro là. Et ce 3e numéro, après le premier qui était consacré au DPC, le deuxième qui était consacré à la loi anti-cadeau, il va sortir le 15 juin et il va parler de la e-réputation, justement, pas pour donner des recettes, mais pour essayer de faire un exposé clair de ce qui peut arriver et comment réagir et comment se positionner pour accompagner le rôle de l'ADF, les chirurgiens dentistes au quotidien, dans ce genre de choses qui se passent et qui ne font pas toujours plaisir, quoi. Et je crois que, comme tu l'as dit, Régis, on ne peut pas y couper, quoi. Malheureusement, qu'on le souhaite ou pas, on va être obligé de faire avec. Donc il vaut mieux être vraiment armé, connaître les choses, connaître ses droits et voir un petit peu comment on peut réagir, surtout pour essayer de surpasser toutes ces difficultés qui vont naître avec ça. Comme tu dis, les restaurateurs sont notés, les dentistes, non. Les hôtels, tout le monde. Les hôtels, voilà. Donc je vous invite à lire le Tous digital qui paraîtra le 15 juin, où c'est que je pense que ce dossier complet pourra vous être d'une aide très utile. Alors, un autre constat, en fait, c'est une tendance. C'est vrai que de plus en plus, en fait, on voit des cabinets qui s'orientent vers une pratique, et notamment la pédo, les soins sur les enfants, parce que certains praticiens ont toujours un petit peu peur de soigner les enfants. Donc c'est vrai qu'il y a des cabinets qui, aujourd'hui, et même moi qui exerce dans un département qui est plutôt rural, il y a des cabinets qui se sont, on va dire, orientés vers la pédodontie. Et alors c'est pour ça que j'ai mis compétences versus spécialité. C'est vrai que ce ne sont pas des spécialités à proprement dit, puisque de toute façon il n'y a pas de diplôme universitaire, mais par contre c'est des compétences, et je sais que là-dessus Jo, c'est quelque chose qui te tient à cœur, ces compétences. On le voit aujourd'hui, voilà, il y a des cabinets qui ont des compétences plutôt en chirurgie, plutôt en pédo, plutôt en endo. Et c'est vrai que c'était quelque chose sur lequel je sais que tu... Oui, parce que l'ADF, de toute façon, s'est préoccupé de ces problèmes de compétences dès 2011. Puisque ce n'est pas quelque chose contre les spécialités, mais pour assurer un maillage territorial avec une proximité, puis un fléchage pour que les patients sachent à qui s'adresser, ou que les chirurgiens dentistes puissent envoyer chez des confrères, il était nécessaire de porter ce dossier. On l'a fait avec le Conseil de l'Ordre, donc c'est grâce à l'union de la profession qu'on a porté au ministère ce dossier des compétences additionnelles. On l'appelait au départ compétences particulières, là c'est compétences additionnelles. Et donc ce dossier devrait voir le jour. C'est pas quelque chose qui est contre les spécialités, mais les spécialités c'est exclusif, alors que là ce n'est pas exclusif. Et deuxièmement, les spécialités sont trop peu nombreuses pour répondre à tous les besoins de santé publique. Donc je crois que ce dossier qui tient à cœur de l'ADF, du Conseil de l'Ordre, verra le jour prochainement.
et permettra d'assurer, parce que tous les chirurgiens dentistes, il faut bien comprendre, se forment et doivent donner les meilleurs soins à tous les patients. Mais il y a des plateaux techniques qui doivent être de plus en plus performants. Il y a du matériel qui est très pointu de plus en plus, avec des actes qui sont d'une complexité plus importante pour certains. Et donc ces actes, s'ils sont renouvelés plusieurs fois parce que le praticien a une appétence particulière, ils seront beaucoup plus, ils rendront beaucoup plus de service aux patients. Je parle, je sais pas, de n'importe quelle matière, par exemple l'endo, tout le monde fait de l'endodontie, mais s'il y a un problème particulier d'endodontie avec des canaux dans tous les sens, avec des lésions particulières à traiter, avec un instrument éventuellement qui est fracturé à récupérer, il est évident qu'un praticien qui est équipé avec un microscope, qui va avoir des cas comme ça 10 dans le mois ou 20 dans le mois, sera beaucoup plus performant. Donc ces compétences additionnelles doivent répondre à ça, et surtout ça ne coûtera pas d'argent et ça sera disséminé sur tout le territoire. Voilà. Donc on a choisi la prise en charge de l'enfant, des situations complexes et riches d'enseignement. C'est une spécialité d'ailleurs qui rentre dans ce cadre. Tout à fait. Et ça sera donc Elisabeth Dursum et Elsa Garot et Audrey Ossel qui nous feront le plaisir d'en parler. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas et ne doit pas soigner les enfants. Tout à fait. On reste des omnipraticiens. Une tendance, l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui est de plus en plus, qui a le vent en poupe, on va dire, ce qui est bien aussi. Et justement, Philippe Rocher et Alice Barras vont nous parler un petit peu de ça, mais peut-être tu vas intervenir là-dessus, sur les éco-gestes et les pistes de réflexion qu'on peut avoir au sein de son propre cabinet. Et tout simplement parce que Alice Barras a fait une thèse. Oui, ça sera une séance très intéressante aussi. Voilà. Bon, l'ADF s'est préoccupé dès 2012-2014 de développement durable. Donc il y a eu un baromètre qui a été fait, il y a eu beaucoup d'actions. On a fait une charte ADF. On devait signer une convention avec le ministère du développement durable et de la santé, puis pour des raisons politiques, ça n'a pas abouti. Donc ce dossier a été remis à l'ordre du jour récemment, puisque Alice Barras a fait une thèse conséquente là-dessus, et il y aura une publication à partir de ce travail qui sera faite dès le 24 juin, puisqu'on l'a validé la semaine dernière pour cette parution, et ça rebondira évidemment sur cette séance qui sera mise en avant lors du congrès. Ce dossier, donc, comme une publication de l'ADF, sera mis en avant avec une grille pour que chaque praticien puisse voir un petit peu où il en est et voir sa progression. Donc on ne peut pas passer à côté, je crois que ça va devenir de plus en plus à l'ordre du jour là aussi, et l'ADF qui a été précurseur se doit de réactiver, elle n'a jamais laissé tomber, mais de passer à la vitesse supérieure là-dessus, je crois. Tout à fait. Alors, on va parler de ma propre activité, sans prétention. Je vais vous donner un petit peu une vision de comment aujourd'hui j'exerce, des outils en fait de gestion qu'on a mis en place dans le cabinet, des choses qui me paraissent importantes aujourd'hui au sein d'une structure pour justement éviter les écueils quand on travaille à plusieurs. Il y a des choses qu'il faut faire. Quand on travaille seul, on peut travailler comme on a envie de travailler. Quand on travaille à plusieurs, il faut s'adapter. Et voilà, donc on va rapidement balayer un petit peu mon activité, puis je vous donnerai un petit peu ma vision des choses. Après, elle reste ma vision, elle est personnelle, elle sera sûrement pas partagée par tout le monde. Mais voilà, le but, c'est de donner, de dire un petit peu ce qu'on fait. Et puis, il y a une caméra qui sursaute. Il y a une caméra qui sursaute. D'accord. Et voilà, donc, alors pour moi, les choses primordiales dans un cabinet dentaire, c'est déjà, il faut qu'il y ait un règlement intérieur pour que tout le monde, en fait, aille dans le même sens. Il est affiché, ce règlement intérieur ? Tout à fait, donc j'ai pris des petites images, tu vois, ce sont des petits classeurs qui s'affichent avec les fiches de poste, les missions et les objectifs de chacun, des praticiens, des assistantes, tout ça, des réunions quotidiennes et mensuelles, des entretiens individuels. Tout ça sont des petites choses on n'a rien inventé, ce sont des choses qui sont mises en place dans les entreprises où à partir du moment où on travaille à plusieurs. Et c'est vrai que ça, c'est important, les outils de gestion. Je pense qu'à partir du moment où on travaille à plusieurs, avant de s'associer ou de travailler à plusieurs, je pense que c'est important déjà de réfléchir comment on va travailler, comment on va mettre en place tous ces outils de gestion.
La gestion de l'agenda, les rendez-vous, pareil, la secrétaire dans notre cabinet, elle a des plages en fonction des types de soins. On a mis en place aussi la traçabilité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je faisais de la chirurgie, c'était facile de le décliner aussi au niveau des soins. Et puis ça nous a permis aussi de réfléchir, comme on est plusieurs praticiens à travailler, de réfléchir en fait à comment rationaliser un petit peu le matériel avec lequel on travaille. Et on a créé des cassettes de prothèses, d'endo, de poses de couronne, voilà. Et comme ça, on peut tracer pour chaque patient dans son dossier médical, ce qui permet d'aller encore un petit peu plus loin au niveau de la traçabilité et du suivi. Donc ça demande beaucoup de temps en amont quand même, cette mise en place. Ça demande beaucoup de temps en amont, mais après, une fois que ça marche, c'est très facile parce qu'en fait, en fonction du type de soin, on sait le temps déterminé, l'assistante sait quelle cassette elle va sortir, et finalement, c'est un gain de temps et un gain alors, ça peut être un gain de productivité, c'est un gain d'efficacité et puis de qualité aussi. Donc c'est pour ça que... Donc il n'y a pas de place à l'improvisation, hein. Moi j'aime bien l'improvisation. Alors, le moins possible. À un moment donné, ça marchait, peut-être pas maintenant. L'improvisation, elle fonctionne de toute façon, puisque déjà on ouvre des plages d'urgence, donc déjà c'est l'improvisation. Tu prends les urgences, voilà. Je voulais te poser cette question quand même. Tous les jours, on en a parlé, comment s'appelle, les réunions tous les matins avec l'équipe. On définit des créneaux d'urgence pour prendre. Alors, bien sûr qu'on ne va pas prendre 10 urgences par jour, on ne peut pas. Mais on va quand même prendre, on va filtrer, on va prendre en fait les urgences, les vraies urgences, tout simplement. Encore une fois, les scripts sont importants, c'est-à-dire qu'il faut qu'une secrétaire puisse poser les bonnes questions pour justement filtrer tout ça. Et puis, protocole de soins, protocole de maintenance. Maintenance, pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus d'équipements en fait, et là, l'équipement, ça s'entretient, et donc c'est vrai que c'est important d'avoir... Oui, sinon ça coûte cher. Sinon ça coûte très cher. Voilà, donc c'est des choses pour moi qui sont primordiales dans l'organisation du cabinet. Après, je vais un petit peu dévier sur la première consultation. En fait, comment moi je gère une première consultation. Il y a le côté. Tu soignes pas d'emblée, quoi. Jamais. D'accord. Jamais. Alors si, je vais répondre à l'urgence. Il y a une réelle urgence. Mais je pense que la première chose, c'est déjà de poser le problème et c'est vrai que dans la gestion, en fait, dans l'esprit, dans ma vision aujourd'hui, il y a l'organisationnel, mais il y a aussi la prise en charge du patient parce que, encore une fois, le patient doit être au centre de nos réflexions, de nos plans de traitement. C'est vrai que des fois, on a un peu l'impression qu'on est un peu trop technique, on a vraiment envie de technicité. Le patient, lui, il faut quand même le remettre au centre. Surtout que chaque patient est un individu à part et n'est pas superposable, quoi. Ce qui est vrai pour l'un n'est pas nécessairement obligatoire. Tout à fait. Et c'est vrai que tu vois, tu m'as fait un petit appel du pied en me disant tu ne soignes pas tout de suite. J'avais un peu tendance, alors maintenant je dis quand j'étais jeune praticien parce que maintenant ça fait 25 ans que j'exerce. Donc t'es vieux là maintenant. Je fais partie des vieux. J'avais un petit peu tendance à occulter cette première consultation, à passer vite et répondre tout de suite aux problèmes. Et finalement, en vieillissant, alors est-ce que, je ne sais pas... Le recul, tu te rends compte Le recul, je me rends compte qu'écouter son patient avec empathie, et pourtant, Dieu sait que je suis un grand bavard. Tu te tais alors Alors, effectivement, la première consultation, quand le patient rentre, bien sûr, je vais le saluer, je vais dire... Je vais lui demander si tout va bien, enfin voilà, parler un tout petit peu. Mais après, je vais faire justement un temps mort et je vais le laisser parler. Parce que bien souvent, on s'aperçoit avec l'expérience que les premiers instants sont les plus importants. C'est là où en fait, on va identifier toutes les attentes, tous les freins, si ça s'est mal passé avec un autre praticien, tout ça. C'est très très important d'écouter son patient. On va après pouvoir l'éduquer, l'informer. Alors quand je parle d'éduquer, moi j'ai systématiquement une petite brosse à dents dans mes tiroirs et je tends une brosse à dents au patient et je dis brossez-vous les dents, je veux voir comment vous brossez les dents. Alors souvent ils m'expliquent, je leur dis non, je veux un vrai brossage pour voir un petit peu et finalement on s'aperçoit que l'éducation, l'information c'est important. Et puis surtout les rassurer, leur dire que les soins ont évolué, qu'on travaille sous anesthésie, que ça sera... indolore et justement quand on ne fait pas les choses dans la précipitation, bien entendu souvent les choses se passent bien.
Puis à un moment, il va falloir rendre le patient demandeur, hein, puisque effectivement, il faut qu'il nous sollicite pour les soins qu'on va faire, proposer des solutions innovantes, et puis il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Je pense qu'aujourd'hui, il faut présenter une fourchette de prix, il ne faut pas avoir honte. On est certes des soignants, mais... C'est une fourchette de traitement, surtout. Traitement. Parce qu'il y a une variété possible. Tout à fait, mais bien souvent, on a quand même une idée un petit peu, et souvent, quand le patient nous vient nous voir, alors c'est vrai que moi, j'ai une idée un petit peu faussée, parce que je travaille avec beaucoup de correspondants. Mais c'est important, je pense qu'il faut parler, il y a un moment il faut parler malheureusement d'argent parce que les soins ne sont pas gratuits et puis les plateaux techniques et les équipes sont importantes et il faut que derrière il y ait cette notion effectivement de productivité. Je vous ai, juste pour rentrer un petit peu dans le clinique, dans ce que je fais, je vous ai brossé quelques cas cliniques. Et effectivement, au niveau de la préparation du cas clinique, aujourd'hui avec l'expérience, c'est vrai que l'examen clinique visuel du patient, l'historique et l'écoute de ce qu'il me dit, un bilan radio et mon expérience et mes compétences font que très rapidement, je peux proposer un projet de traitement et un séquençage clinique à mon assistante pour que déjà on ait vraiment un canevas par rapport à ce qu'on fait, tout en répondant aux attentes et aux besoins cliniques vraiment du patient. Est-ce qu'un examen peut changer ton jugement par rapport à ton idée préconçue? Ah, bien sûr. Oui. Je veux dire, c'est des choses en fait. Si tu fais un bilan radio, je veux dire, ça va remettre en cause peut-être. Bien sûr, on peut penser que les choses vont bien, et puis finalement, ben là, enfin, c'est le pool de ces quatre choses qui vont faire qu'on va pouvoir. Et pour moi, c'est vrai qu'une chose qui est vraiment importante, c'est que quoi qu'il en soit, le patient, il doit être réhabilité dans sa globalité. On ne va pas faire une couronne sur une centrale si derrière il n'y a pas d'appui postérieur. Et il faut qu'il y ait un coefficient masticatoire suffisant parce que le but c'est quand même que le patient puisse s'alimenter, manger. Oui, parce qu'on a tous vu des patients qui venaient, qui disaient bon, docteur, vous me faites la dent de devant, voilà. Le reste ça ne les intéresse pas. Hein. Voilà. Donc là c'est compliqué parce que si tu le fais pas, ils ne reviennent pas. Si tu le fais, ils ne reviennent pas quand même parce qu'une fois qu'ils l'ont, ils passent à autre chose. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps de consulter, de proposer quelque chose, un plan de traitement avec un devis, des choses bien, et puis expliquer son plan de traitement et faire adhérer le patient à son plan de traitement, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et bien souvent, on s'aperçoit que le fait de leur présenter les choses, ils le font sans aucun souci. Voilà, après j'ai mis quelques mots en fait qui sont importants. Hein. Il faut être toujours positif, améliorer, optimiser, assainir, stabiliser, consolider, conserver vos dents, prévenir, retrouver. Tout ça sont des mots positifs dans son vocabulaire. Je parlais de script tout à l'heure, c'est quelque chose de vraiment important à mettre en place. Voilà. Alors, quelques cas cliniques, juste pour objectiver ça, c'était un cas d'un patient qui a retardé au maximum les soins dentaires par manque de propositions alternatives à la prothèse amovible, hein, qui avait consulté plusieurs praticiens. Et ce patient, il vient me voir, effectivement, bon, on voit que malheureusement, il a attendu le bout du bout, sans prothèse amovible, parce qu'il n'en voulait pas. Et j'ai juste écouté en fait son histoire. Et j'ai compris dès le départ que si je lui proposais une prothèse amovible, il me dirait non. Donc le but d'écouter, de prendre le temps d'écouter cette première consultation, pourtant c'est quelqu'un qui, on avait l'impression qu'il s'est laissé aller, qui n'aurait peut-être pas les moyens de faire. Finalement, ma proposition elle est là, il a accepté les implants. Lui, ce qu'il voulait, c'était du fixe. Et par n'importe quel moyen, on a pu... il ne voulait pas d'appareil. Et c'est vrai que c'est important, c'est pour ça que je mets bien l'accent sur cette première consultation qui pour moi est quelque chose de primordial, parce que bien souvent, le plan de traitement qui en découle, il est... Puis il y a quand même une évolution du patient aussi. Hein, tout à fait, les gens sont informés. Puis il y a une évolution. À un moment donné, ils sont persuadés que maintenant, ils sont prêts à faire le travail pour différentes raisons. Tout à fait. Pour des raisons de motivation, pour des raisons médicales, pour des raisons financières. Ils sont prêts. Donc je pense qu'il faut remettre toujours à l'ordre du jour parce que les traitements qu'ils demandent évoluent. On le voit tous. Tout à fait. On peut en plus, on peut sans aucun problème différer un petit peu les choses. Et bien souvent, il y a des patients qui nous disent... écoutez docteur, je ne peux pas, mon fils est en fac, là c'est pas possible. Et puis on les revoit venir quelques années après en disant écoutez, là maintenant j'ai bien compris ce dont j'avais besoin et on y va. Voilà. Un autre cas qui arrive souvent, des patients qui ne supportent plus leur prothèse amovible, là pareil, malheureusement il a eu plusieurs infections, il est en détresse et très simplement, voilà, j'ai écouté sa détresse et la proposition, elle est encore, alors c'est vrai, je fais des implants, je
Je suis désolé, je vais vous montrer que des cas d'implanto, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui la grosse majorité de mon exercice. Mais c'est vrai que voilà, j'ai répondu à son attente et bien souvent, ces patients-là sont des patients qui sont vraiment satisfaits parce qu'ils retrouvent le confort de mâcher, le confort de manger et ils sont très reconnaissants même s'ils ont investi parce que je pense que c'est des gros investissements pour eux. Hein. Des fois, il y a des plans de traitement qui sont quand même c'est des plans de traitement qui sont onéreux. Et souvent, ces patients-là sont très reconnaissants des choses et bien souvent, même s'ils ont investi dans leur bouche, ils sont vraiment très reconnaissants et c'est vrai que c'est un relationnel qu'on a après qui est vraiment superbe. C'est quelque chose de vraiment que j'adore. Allez, dernier petit cas, pareil, une patiente qui a des prothèses, elle, amovibles, mais qui souhaite aujourd'hui passer à autre chose et c'est le plaisir de pouvoir réhabiliter dans sa globalité des patients comme ça, c'est toujours un plaisir parce que c'est des patients qu'on va suivre assez longtemps. Hein. Et là, ça change la vie vraiment, quoi, hein, parce qu'il y a une reconnaissance. Et voilà, c'est une reconnaissance qui est, on va dire, après on a bien entendu, des fois on a des échecs, mais souvent ce sont des échecs ponctuels. On ne peut pas passer à côté de la périimplantite, hein. J'en ai comme tout le monde, mais bon, souvent ça concerne un implant, puis c'est des choses qui sont gérables, donc ça n'entame en rien le relationnel qu'on peut avoir avec les patients, et surtout, dans le cas de cette patiente, vous voyez, en fait, on part de loin au niveau de l'esthétique, on arrive à un compromis esthétique qui est quand même relativement satisfaisant, et puis la meilleure photo, c'est celle-là, c'est quand elle repart avec le sourire. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est de rendre le sourire à ses patients. C'est d'ailleurs le logo de cette année de la DF, hein, souriez, on va se retrouver. J'ai trouvé ça très très bien, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir se retrouver. Le sourire, c'est l'expression, ouais, voilà. Tout le monde est content, il n'y a rien qu'à voir tout à l'heure à la réunion, tout le monde souriait. Hein, tout à fait. Parce qu'ils étaient là. Ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, les changements récents au niveau de ma structure, ça a été de mettre en place en fait un espace patient où le patient pouvait remplir son questionnaire médical et son questionnaire Covid en ligne. On revient à ce que tu me disais tout à l'heure, avec des mesures sanitaires, des protocoles. Tout simplement, c'est vrai qu'avant, le patient remplissait son questionnaire dans le cabinet, dans la salle d'attente souvent assez rapidement parce qu'il y avait le rendez-vous derrière. Et c'est vrai que le fait de l'avoir mis en ligne, comme tu disais tout à l'heure, ça permet de connaître le patient avant même qu'il ait franchi la porte du cabinet, et ça nous permet d'avoir déjà tous les documents qu'il faut pour déjà avoir une petite idée déjà parce qu'on lui pose des questions. C'est plus facile peut-être pour lui de remplir au point de vue médicament par exemple. Tout à fait. Il ne se rappelle pas nécessaire quand il est dans la salle d'attente, tandis que là il a le temps chez lui de regarder. Tout à fait, de regarder, de bien noter parce que souvent ils notent les médicaments, mais il y a des erreurs, il y a des fautes d'orthographe. En fait, des fois c'est pas facile. Et là en fait on a vraiment tout. De créer un espace pour le patient, c'est quelque chose de bien. Ça permet aussi de télécharger l'historique médical et puis en même temps de récupérer les éléments. On le voit de plus en plus. Les mutuelles demandent des éléments, radiographie, des choses comme ça. Aujourd'hui, le patient est propriétaire de ses radios, de son dossier médical. Donc, personnellement, moi, je ne vais jamais donner mes documents à une mutuelle. Par contre, mon patient peut les télécharger. C'est à lui de faire la démarche. S'il veut le donner à son assurance, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas la mienne. C'est pour ça que la création de cet espace patient pour remplir les questionnaires Covid en ligne a fait que ça m'a permis, moi, d'accélérer un petit peu les choses et d'organiser encore un petit peu mieux la prise en charge du patient. Dossier médical mutualisé, alors ça, je vais passer rapidement, mais c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir échanger avec ses confrères, de mettre les panneaux qu'on fait, tout ça pour que les patients puissent que les correspondants puissent avoir des radios, ne refassent pas une radio derrière ou si on a un petit mot à se dire sur un patient. Voilà, c'est un espace sécurisé et c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Alors, dans les changements récents suite au Covid en fait, que j'ai mis en place dans le cabinet, c'est vrai qu'au départ, je ne faisais pas tout en numérique. Et puis c'est vrai que le transport des empreintes dans le prothésiste, des empreintes traditionnelles dans la poche, même si on l'a décontaminé, tout ça, le transfert, ça. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses? Est-ce que le numérique aujourd'hui ne peut pas supplanter les empreintes traditionnelles? Pour ma part, et c'est ma vision, aujourd'hui je fais tout en numérique au cabinet. Même les cas complexes. Même les cas complexes. Et justement, c'est pour ça rapidement, je vais vous faire voir en fait un cas tout numérique.
d'un patient avec des petits films. Voilà le patient au départ, la situation clinique. Vous voyez qu'en haut, malheureusement, on va pouvoir conserver que quelques dents, la 13, la 14 et la 11. Les autres, elles sont malheureusement très abîmées. Donc, la première étape et le gros avantage que je trouve au numérique, c'est que tous les fichiers numériques qu'on va pouvoir transmettre au labo, on va pouvoir les superposer les uns aux autres et on garde toujours des traces en fait de ce qui a été de la situation initiale. Chose qui est des fois compliquée quand on fait des empreintes traditionnelles, des fois on casse les modèles, on perd en fait, et là on a toujours toutes les informations comme au temps de T0. On en parlait tout à l'heure, les caméras ont fait une énorme évolution là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très facile de prendre une empreinte numérique, c'est très rapide. L'avantage c'est que le flux numérique c'est propre, puisque de toute façon il n'y a pas d'autre chose. Et à partir de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait, les prothésistes se sont très adaptés là-dessus. On voit la situation clinique au départ. On voit, je dis aux prothésistes, voilà, il y a 3 dents, il y a 3 dents qui restent et on va faire un wax-up, comme on ferait de manière traditionnelle, mais il va être numérique. Voilà en fait le wax-up idéal. Et ce wax-up idéal, on va pouvoir le superposer en plus au fichier d'ICOM de son CBCT pour pouvoir réaliser en fait une planification et réaliser aussi des guides qui vont nous permettre d'envisager après derrière une chirurgie guidée. Et là en fait rapidement ce sont la chirurgie guidée et on va voir toute l'importance d'avoir travaillé en numérique dès le départ parce que ça nous permet déjà d'avoir intellectualisé puisqu'on a tout planifié l'acte chirurgical. Avant, quand on faisait des implants, souvent on faisait un lambeau, on voyait et puis on s'adaptait. Aujourd'hui, tout est planifié, donc tout le travail intellectuel est fait en amont, ce qui fait qu'on va réduire le temps opératoire, puisque toutes ces gouttières nous permettent justement de plus réfléchir de l'axe que l'on va mettre. Tout est codifié, voilà. Tout est codifié et en fait la chirurgie, ça reste des chirurgies compliquées parce que ce sont des chirurgies osseuses. Malheureusement, on opère encore à l'état vigile les patients, donc on est obligé d'absorber tout leur stress, tout ça. Et pour des réhabilitations qui sont un peu importantes, comme là, qui sont étendues à toute une bouche, c'est compliqué. Donc c'est vrai que le numérique nous apporte quelque chose d'important. Donc là, j'ai fait ma chirurgie, j'ai posé mes implants et je vais reprendre une empreinte, en fait, une fois que j'ai fait ma chirurgie. Et vous voyez, on peut superposer le bridge initial. Voilà les scan body après la chirurgie, ce qui va permettre en fait derrière, tout simplement au laboratoire de prothèse, de repartir en fait de la situation initiale. Comme il a déjà préparé tout le travail, il reçoit mon empreinte, il adapte en fait, il la superpose en fait à son travail de planification qu'il avait fait au départ, et ça va lui permettre tout simplement de réaliser le bridge là pour la mise en charge immédiate. Alors on s'est focalisé sur devant uniquement puisque esthétiquement c'était la seule chose à faire. Et ce qui nous permet derrière, 24 heures après, de pouvoir positionner une prothèse provisoire avec bien entendu des axes qui sont relativement bien, qui sont presque parfaits, on va dire, puisqu'ils sont adaptés en fait à la prothèse. Et le patient en fait repart avec une prothèse qui est directement mise en bouche tout en numérique. C'est quand même quelque chose d'assez bluffant. C'est vrai que le numérique, le sourire du patient quand il repart. Et tout ça a été géré en numérique. 4 mois après, rapidement, on va terminer. Voilà le résultat en fait à la cicatrisation. Et encore une fois, il n'y a pas de limite. Voilà, on a toute la bouche en scan body. Aujourd'hui, les caméras sont capables d'arriver à prendre suffisamment prendre toute une bouche, même avec des systèmes de scan body. Dans l'empreinte classique, c'est fini, quoi. Là, tu vois. Parce que là, on est quand même dans des cas complexes qui ne sont pas à la portée de tout le monde, il faut reconnaître. Tout à fait. Et tout omnipraticien, il peut se lancer dans l'achat d'une caméra optique et régler tous ces petits problèmes de bridge, de couronne unitaire, de choses comme ça. Mais les choses, tu vois, là on parle de l'articulateur virtuel. Aujourd'hui, les choses, l'occluso est quelque chose de complexe. Là, aujourd'hui, on arrive à enregistrer les mouvements du patient, le swing, la propulsion de ça. Ça nous permet d'avoir des articulateurs qui sont, entre guillemets, les choses se démocratisent. Et même pour le praticien qui n'est pas passionné d'informatique. Oui, parce que là, tu es passionné, toi. Alors,
c'est clair, mais on voit que virtuellement aujourd'hui, ce qu'on avait sur notre articulateur à la fac, le FAG qu'on avait, aujourd'hui on arrive à recréer, en fait le prothésiste il a des outils aujourd'hui en plus de nous de pouvoir justement recréer la fonction d'un patient. Et grâce à tout ça, grâce à cette superposition, les modélisations, les planifications, les empreintes de départ, le bridge aussi provisoire qu'on a pu scanner, tous ces fichiers vont nous permettre tout simplement de réaliser une prothèse qui à la fin est définitive et volontairement, j'ai mis un cas complexe. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir de scrupules à se lancer dans le numérique parce qu'on ne gère pas des cas compliqués tous les jours, loin s'en faut, au contraire. Et c'est vrai que le numérique doit nous permettre d'avoir une qualité et puis optimiser un petit peu son exercice et surtout sécuriser son exercice. Moi aujourd'hui, je t'avoue, Jo, que j'ai vraiment plaisir à travailler avec le numérique. Il faut vraiment. Ça se sent là, je suis à fond là. Il y a plus de précision, plus de confort, plus de rapidité, il n'y a que les avantages. La précision, elle est indéniable. On pose les pièces, il n'y a pas de retouche à faire. C'est un gain de temps, c'est un gain de confort pour le patient. Là, quand on voit les axes, c'est vrai que le numérique, moi, m'a révolutionné. L'implantologie, mon exercice a été révolutionné par le numérique. Et je suis d'autant plus convaincu que je vois les cas que je traitais il y a 20 ans et je vois les cas que je traite aujourd'hui avec les axes des implants qu'on pose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais. Le patient est tellement ravi que maintenant on est en train de faire le bas. Voilà. Surtout, c'est vrai que le message, c'est n'ayez pas peur, allez-y. Achetez des caméras optiques au congrès de l'ADF. Non, il faut vivre avec son temps. Il faut que les praticiens s'adaptent. Il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut s'adapter. Il ne faut pas avoir peur de faire le pas. Il y en a beaucoup qui le font. Je suis agréablement surpris. Je te le disais tout à l'heure par les structures qu'on voit aujourd'hui, les structures libérales. C'est un vrai plaisir. Je pense que l'ADF est là aussi pour que les praticiens puissent se former, puis pour démystifier beaucoup de choses. Il y a plus de 100 conférenciers. Et franchement, c'est vrai que pour travailler au comité scientifique, c'est vraiment des gens de haute volée, des gens qui ont envie de partager. Parce que pour moi, la dentisterie, c'est avant tout un compagnonnage. Mais de l'autre côté, on a le souci aussi de promouvoir l'exercice au quotidien du chirurgien dentiste avec des choses qui sont applicables et simples. Tout n'est pas compliqué. Tout à fait. C'est pour ça que le numérique doit être au service de notre exercice et il ne faut pas avoir peur de s'emparer des réseaux sociaux, de tout l'environnement qu'il y a autour du cabinet et puis aussi du matériel. Et on a une très très belle profession et franchement. C'est ce que je dis toujours aux jeunes confrères. Soyez heureux d'être chirurgien dentiste, l'avenir est devant vous et soyez pas anxieux. Mais c'est ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a tous les jours des avancées. On est dans un monde en pleine mutation, mais on est une profession aussi qui sait s'adapter et c'est quelque chose de vraiment. Moi, je suis tous les jours, je vais au cabinet tous les jours avec la banane. Je souris tous les jours. Voilà. Ça va faire un homme heureux. Pourtant, on a parlé de stress, on a parlé de beaucoup de contraintes, mais bon. Oui, mais ça nous permet. De toute façon, c'est notre environnement, c'est notre métier, et je trouve que c'est une chose qui est ça fait partie de notre exercice. On peut que vous recommander de venir tous au congrès de l'ADF dernière semaine de novembre, après un an d'abstinence. Tout à fait, ça fera plaisir parce qu'on est nombreux je sais que nous, provinciaux, c'est un plaisir chaque année de se retrouver avec tous ses copains de fac, des amis qu'on n'a pas vus de longue date. Et c'est vrai qu'on attend avec impatience ce rendez-vous, surtout qu'en plus, je te remercie parce que c'est vrai que Julien et toi, tous les deux, parce que de pair, vous avez monté un congrès qui est magnifique avec en plus un plateau, Christian Moussaï qui est un président, on le connaît tous, et vraiment avec une équipe d'experts. C'est superbe de partager avec ces gens lors des réunions. C'est vraiment une très 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 belle équipe et longue vie à l'ADF. Et franchement, c'est 50 ans. Donc inscrivez-vous dès le 17 juillet jusqu'à fin août. Donnez-nous des messages pour nous dire que vous êtes intéressés de vous retrouver. Voilà. Pour ce qui est des rendez-vous de l'ADF, de toute façon, il y en aura encore 2. Il y en aura un le 16 septembre avec Martine Bollormalet qui est l'expert recherche. Et il y aura le dernier, le 14 octobre aussi, avec Elisabeth Dursin, qui est plus en charge de la prévention en traitement de l'enfant. Voilà, on vous remercie pour votre écoute. Le but, c'était de vous donner envie. Je crois que Régis, tu as contribué. Et j'espère. Bonne soirée et à la prochaine fois. Merci encore, Jean.